Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. BTC qui est toujours autour des 26 500 $. On va faire aujourd'hui une analyse complète, plus ou moins graphique. On va aller regarder les news, mais il n'y a pas énormément de choses aujourd'hui. Et du coup, voilà, ça risque d'être une analyse relativement rapide. Vous voyez que en daily, globalement, on vient de regagner plus ou moins ce qui nous donnait support par le passé ici, c'est-à-dire les 26,3. Le support majeur, il est à 25,2, hein, je le dis tout de suite. Là, ça, c'est le support majeur. Si on regarde un petit peu en arrière, ça correspond à l'attaque de ce creux-là, cette vallée. Et ça, c'est le support que pour l'instant, on est en train de tenir et qui pourrait tenir dans le futur. C'est ce qu'on va voir dans les jours qui arrivent. Donc concrètement, on vient de regagner un autre support par le passé qui désormais s'était transformé en résistance. Vous voyez, c'est ici, on le reteste. Et là, on est en train potentiellement de le repasser ou en tout cas de batailler avec. Donc le niveau actuel est relativement crucial. Ça pourrait corriger à partir de ce niveau-là, mais j'en mettrai pas ma main à couper non plus. À partir de là, on avait dit hier, et c'était peut-être pas du 4 heures, c'était peut-être plutôt autre chose, mais globalement, voilà, ce qui a été dépassé, vous le comprenez, c'est cette ligne-là qu'on reteste. On reteste plusieurs fois. On a un niveau un peu plus petit ici en daily qui est un vieux niveau également qui tient le sujet du moment. Cette correction, elle est comment ? Elle est plutôt bullish. On va dire que ça ressemble plutôt à un bull flag, cette histoire, vous le voyez comme ça. Si jamais c'est effectivement un bull flag, on peut estimer que peut-être il correspond plus ou moins à le mât serait celui-ci, hein. Vous comprenez ici qu'on essaye d'avoir une cohérence, hein, au niveau de la longueur de la structure de correction par rapport à la poussée. Si jamais tout ça se mettait en place, on pourrait éventuellement donc du coup avoir comme target le fait de prendre le mât qui est ici, le reporter au point de cassure en prenant le bas du flag comme point d'origine, on va dire, et à ce moment-là, on aurait cette target de 28,4 sur ce mouvement-là. Pour ça, et qu'est-ce qu'il faut attendre comme confirmation ? Tout simplement, on va la garder ici en 1 heure. Est-ce qu'on la voit en 4 heures ? Oui, on la voit en 4 heures. Elle est quand même plus propre en 1 heure pour moi, donc on va la garder en 1 heure. On va la mettre comme ceci. Hop, et même très exactement comme ça. Bougie de distribution à bougie de distribution. Si jamais on arrive à clôturer une heure au-delà de ce niveau, et bien à ce moment-là, on a des bonnes chances d'aller plus haut et potentiellement, je me répète, mais autour des 28 000 et quelques. Hier, on avait fait l'analyse de cette trend qui était là. On avait dit attention, on est en train de la coucher comme ceci. Le point pivot attaqué, c'était celui-ci. Vous voyez qu'on a pile poil attaqué pour le moment ce point pivot-là. Est-ce qu'à partir de là, ça va repartir ? Personnellement, j'ai le sentiment que oui, mais ça peut tout à fait ne pas être le cas. Donc bien évidemment, risk management, faites attention à vos miches, comme j'ai l'habitude de le dire. Cela dit, cette structure est plutôt bullish, encore une fois, parce qu'on a des stop shorters qui sont là, on a des stop shorters qui sont là. Si jamais on casse la trend, on va commencer à venir prendre toute la liquidité qui se trouve au-dessus de cette figure-là. Ça peut derrière engendrer un petit peu d'achat au spot qui nous emmènerait effectivement vers la target. On a également toute une figure dans sa globalité en daily qui est plutôt bullish, à savoir un biseau. À savoir un biseau comme ceci, donc tout ça est entre guillemets plus ou moins pas trop mal. Le gros point pour moi sur lequel éventuellement on pourrait venir corriger, c'est bien évidemment à l'attaque de cette daily là. Et où là on pourrait se faire repousser à nouveau, comme ça avait été le cas par 3 ou 4 fois dans le passé. Donc là, attention au niveau des 27,2, pour le coup, il pourrait y avoir un rejet qui nous emmènerait pas à la target de 28,4, donc prise de profit partiel dans cette zone. Personnellement, moi, ma target sur ce mouvement-là en particulier, elle est plutôt par ici, hein. Sincèrement, elle est plutôt à 29,4, elle est plutôt sur cette résistance-là. Si jamais on doit faire un double top ici, comprenez bien que du coup, on vient corriger une bonne partie de ce qui se passe au-dessus du mouvement. Je pense également qu'on peut aussi aller plus haut, c'est-à-dire faire, si on devait faire un double top, encore une fois, faire quelque chose qui vient prendre la liquidité au-dessus de la structure avant éventuellement de se retourner et de marquer une correction plus importante. Cela dit, ça reste du chartisme, ça reste des probabilités, donc bien évidemment, c'est pas toujours malheureusement exactement dans les probabilités ce qu'il se passe, mais on a cet élargissement-là qui a cassé, qui a une target qui est en dehors de ce biseau-là, donc je suis plutôt confiant sur le fait de retourner, éventuellement faire un tour dans la zone des 29 000 $. Ceux qui suivent la chaîne tous les jours le savent.
Ethereum contre BTC, on latéralise toujours, hein, ça fait 3 ou 4 jours qu'on est un petit peu à plat là-dessus. Globalement, Ethereum qui manque un peu de péchon là, il est vraiment en train de galérer à repasser au-dessus de ce support-là. C'est dommage parce que si on traîne un peu trop là-dessous, et vous comprenez que le support désormais est devenu résistance, puisqu'on est passé en dessous, et ben à ce moment-là, ça augure pas des choses très très bonnes sur Ethereum. Cela dit, pareil, je suis assez confiant sur Ethereum, assez confiant pour plusieurs raisons, notamment le fait que y a des documents dans le cadre du procès de la SEC contre XRP qui ont été dévoilés et qui éventuellement peuvent nous faire dire que Ethereum est dans des bonnes dispositions pour repartir aussi. Le problème, c'est que là où Bitcoin n'a pas perdu ce niveau-là, hein, là où Bitcoin n'a absolument pas attaqué cette fameuse vallée que vous voyez ici, et ben Ethereum est en train de le faire, et malheureusement il est en train de galérer. Donc on aimerait bien là ici que on repasse, parce que Ethereum a perdu un niveau crucial. On aimerait bien qu'il le repasse, et ça va être assez dur à passer. Il va falloir un petit paquet de momentum pour pouvoir repasser ce point là. Mais j'avais déjà fait plus ou moins cette analyse hier, donc on va pas trop traîner sur cette histoire là. Stablecoin dominance, on avait fait l'analyse aussi. Est-ce qu'on pourrait peut-être faire... Oui, alors ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. On va regarder si ça a du sens de le faire maintenant ou pas. Oui, on voit plus ou moins... Oui, ok. Donc, l'idée ici, c'est que... je vais revenir sur ce graphique après. Ça sera peut-être plus intelligent. Et en plus, j'ai un article, du coup, dans les news qui correspond à peu près à ça. Donc, ça aura beaucoup plus de sens de faire ça comme ça. Ici, le boom des actions tech autour de l'AI met un petit peu des bâtons dans les roues de la Fed. Est-ce qu'on serait encore dans un scénario de 1999 ou le début de quelque chose de plus gros? 1999, sous-entendu, gros rallye, et ensuite la bulle éclate, crise financière de 2000, ce qu'on appelle la dot-com bubble, la bulle des .com, c'est-à-dire tous ceux qui créaient à ce moment-là un site internet étaient extrêmement plébiscités sur le marché des actions. Donc là, est-ce que tous les projets qui ont de l'AI dedans vont être la même? Est-ce que ça va être la même chose? Est-ce qu'on va avoir une sorte de bulle là-dessus? Ici, je vous en parlais tout à l'heure, les documents Inman qui travaillait pour la Fed avant et qui a fait pas mal de discours, de emails, de choses comme ça en disant que Ethereum était une security et non une commodité. Ce que nous dit JP Morgan, c'est que ça pourrait être un boost pour Ether. Effectivement, si Ether venait à être considéré comme une sécurité, ça pourrait être le cas. L'autorité des marchés financiers, l'AMF en France, veut-elle tuer la finance décentralisée? La question ici, c'est que visiblement, on veut réguler du côté de la France tout ce qui est DeFi. Le problème, c'est que on veut les mettre dans le même panier que la finance traditionnelle, et ça risquerait de ralentir énormément le système et de compliquer énormément tout le système de la DeFi. Ça serait pas forcément compatible même avec cette idée de la DeFi qui, je le rappelle, est de dire on va mettre tout ça dans le code, donc on va donner une vitesse d'exécution qui est beaucoup plus rapide. Si jamais on ralentit la vitesse d'exécution avec de la bureaucratie, forcément ça ne marche pas. Donc est-ce que la France est en train de se tirer une balle dans le pied à ce niveau-là ou pas? C'est une réponse qu'on aura dans les jours prochains. Ici, pas grand-chose du côté de Finbold. Les développeurs Ethereum qui réfléchissent éventuellement à remonter la limite pour être validateur sur Ethereum de 32 à 2048 Ethereum. Ça, c'est pas trop une bonne chose, je trouve. Je trouve ça plutôt bien que le chiffre soit plutôt faible, entre guillemets, parce que ça permet d'avoir des validateurs beaucoup plus décentralisés, un nombre de validateurs plus important. Maintenant, le problème de 32 Ethereum, c'est qu'effectivement, vous pouvez peut-être avoir des gens qui essayent de valider des transactions, disons que la somme actuellement 32 Ethereum, ça fait 45 000, 60 000 $. Vous pourriez peut-être ici avoir encore une fois des gens qui essayent de valider des choses qui sont un peu corrompues, des transactions qui sont vilaines, on va dire. Voilà. Je pense que c'est ça l'idée pour avoir... donc vous pourrez générer du stacking. Aujourd'hui, vous pouvez avoir votre propre node Ethereum à partir du moment où vous avez 32 Ethers, que vous les mettez sur la table et que vous dites oui, je peux valider moi-même, je peux valider tout seul, et bien du coup vous gagnez directement le maximum du stacking. Là où quand vous faites du stacking finalement qui est c'est même du staking, autant pour moi. Quand vous faites du staking qui est lui
lui-même, qui passe par un autre validateur qui lui a fait un pool de validation tout simplement. Donc via j'ai un peu de mal aujourd'hui, mais via un organisme qui propose ce type de staking là, et bien du coup vous perdez une petite partie de la valeur, bien évidemment, puisque c'est un service qui vous est facturé. Ici des histoires autour de Do Kwon, je pense qu'on va passer là-dessus, pas forcément extrêmement intéressant, là non plus pas grand-chose d'intéressant. Ici, grosse rencontre entre Blinken et Xi Jinping, on en a parlé déjà hier, dans la vidéo d'hier, donc voilà, on va passer aussi. La semaine économique, on en a parlé également en fin de semaine dernière, et là on a cet article relativement intéressant qui nous dit que cette charte incroyable nous montre la relation extrêmement importante, la corrélation extrêmement importante entre le S&P 500 et la liquidité de la Fed. Et c'est vrai que quand on regarde la charte, on est quand même sur quelque chose de relativement proche. Vous le voyez ici, donc le quantitative easing qui est fait par la Fed, c'est ici, c'est en bleu, et le cours des actions du S&P qui est ici en vert. Donc effectivement, il y a une grosse corrélation entre, on va dire, ce que fait la Fed, ce qu'achète la Fed, quel est son bilan, et puis en face, bien évidemment, quel est le montant du niveau des actions. Et c'est pour ça que ça m'amène à cette charte-là. Cette charte-là, globalement, c'est plutôt la charte du Bitcoin divisée par les liquidités américaines, donc la masse monétaire américaine. Et en gros, ce qu'on peut voir sur cette charte, et là vous comprenez que je me suis mis en weekly, donc on a beaucoup d'historique, on est là à partir de 2012, et on est peut-être ici en train d'intégrer une forme de canal. Si jamais on tient ce canal, bien évidemment, qu'on avait mis en avant ici sur la chaîne, je me rappelle, il y a de ça peut-être plusieurs mois, eh bien ça serait peut-être la pente actuelle depuis l'année 2013, vous le voyez ici on touche le haut, ensuite on rebondit sur le bas, on revient rechercher le haut, ici on arrive presque à prendre le haut, mais vous comprenez qu'on n'y arrive pas totalement, et on a un rebond, celui des 15 000 $, qui se trouve à peu près sur la pente finalement de ce mouvement. Donc est-ce que ça c'est le canal d'adoption des cryptos, plus ou moins le prix des cryptos? Les cryptos sont adoptés depuis 2013 assez fermement. On voit ici un très beau support qui pourrait éventuellement être salvateur dans le passé. D'une manière générale aussi, comme on divise par la masse monétaire américaine, il faut comprendre que du coup on réfléchit ici en termes de réelle valeur du BTC. Si j'imprime du dollar, je touche au dénominateur, c'est-à-dire que le dollar se déprécie, donc on ne peut pas ici nécessairement avoir une bonne idée de ce qu'est l'appréciation de BTC. Et en l'occurrence, là, on enlève cette idée un peu de dénominateur. Bon, alors c'est une théorie extrêmement quantitative de la monnaie, ça met en avant, mais il y a des choses qui ont été prouvées à ce sujet, et on sait que, entre guillemets, il y a pas mal de choses qui fonctionnent quand même là-dedans. Donc la question du moment, c'est est-ce qu'on rampe un petit peu en bas, un peu comme ce qu'on avait fait là, vous le voyez ? Est-ce qu'on continue à ramper un petit peu en bas de ce niveau-là? Bien évidemment, étant donné qu'on a enlevé le dénominateur, vous voyez qu'on a peut-être, enfin en tout cas pour moi, je trouve quelque chose de plus propre. Et personnellement, quand j'avais fait l'analyse sur ce niveau-là, j'avais dit, en fait, vous avez ici plus ou moins un niveau premium. Nouvel ATH, ça veut dire commencer à vendre vos cryptos. Un équilibrium qui est celui où éventuellement les gens pourraient vouloir rentrer. Et je parle ici, bien évidemment, vis-à-vis du point bas qui avait été trouvé en 2018-2019, et un niveau totalement discount, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est entre ici l'équilibrium et le discount, on est complètement dans la zone discount. Donc ce que j'avais dit à l'époque, c'était dans ces moments-là, il faut, quand vous êtes en dessous de l'équilibrium, passer all-in crypto. Quand vous êtes ici entre le premium et l'équilibrium, revenir discrètement vers le cash tout simplement. Et là ici, on décache totalement, c'est-à-dire que vraiment à partir du nouvel ATH, il y a pas mal de monde qui va tout simplement prendre ses profits parce que la plupart sera potentiellement rentré dans cette partie-là. Il faut comprendre également ici que qu'est-ce qui fait support sur ce gros W là ? Eh bien, c'est tout simplement tout le business qu'il y a déjà eu dans cette zone. Et c'est pour ça que quelque part, on tient un peu les 15 000, on a tenu les 15 000 sur ce mouvement, parce que tout simplement, on voulait pas réellement aller attaquer dessous, parce qu'il y a déjà du business qui a été fait. Vous avez des gens qui avaient déjà acheté à ces prix-là, et qui, en général, les long-term holders, en tout cas, n'auraient certainement pas voulu revendre dans des prix dans lesquels ils avaient déjà acheté. Donc ça c'est important à comprendre, et je trouve que cette charte
elle tempère un petit peu le prix du BTC. Je trouve que le canal logarithmique qu'on peut avoir sur d'autres charts, là pour moi on est un peu plus propre parce qu'on est un peu plus parallèle. On voit cependant effectivement que, puisque le canal logarithmique c'est quelque chose qui est plutôt arrondi, hein, comme ça, voilà, qui nous donne quelque chose de un petit peu arrondi. Donc bien évidemment, et puis là on n'a pas de chiffres, hein, puisqu'on est divisé par la masse monétaire, donc c'est plus ou moins comme un indice, on va dire. Et vous voyez que le 0 se trouve à peu près par ici. Sous-entendu, le niveau actuel, 0, vous le voyez ici. Donc voilà, donc c'est marrant qu'on soit sur le niveau actuel du 0, et c'est également marrant que on ait ce très beau canal. Donc voilà, je voulais en parler dans cette vidéo parce que c'est quelque chose d'assez intéressant. On va désormais passer sur la liquidité. Liquidité, on a travaillé 32 millions de liquidités hier, principalement des liquidités de longueur, vous le voyez ici, et on a 12 millions à peu près, donc un tiers de la valeur qui s'est faite sur Bitcoin et Ethereum, étant donné que l'action de prix est pas incroyable, hein, vous le voyez, on est plutôt à plat ici, et bien du coup c'est relativement normal qu'on ait assez peu de liquidation. Au niveau du carnet d'ordre, vous voyez que le gros désordre à attendre, il est plutôt autour des 24,5, mais on a commencé à rentrer pas mal d'ordre dans cette zone. Ici, ce qui m'embête un petit peu, c'est que quand on a eu ce drop, vous voyez, cet ordre s'est annulé. Ensuite, il s'est remis. Ensuite, il est redescendu. Probablement une partie qui a été touchée ici, encore que. Donc, c'est ce niveau-là un peu d'achat de 50 bitcoins qui a un peu tenu le prix jusque-là. Mais on voit qu'il y a pas mal d'ordres de spoofing, c'est-à-dire au moment où le mouvement se fait effectivement, eh bien, ces ordres disparaissent. J'ai aussi des ordres qui se sont faxés à la vente dans la structure depuis le dernier top ici au 26,8. Donc, attention à ça. Si jamais on doit pouvoir repartir, il faudra au moins absorber, allez, on va dire 190 bitcoins à la vente. Les marchés en levier, on est plutôt à plat ici. Vous voyez qu'on a pris ce niveau-là qui était un niveau de longue. Comment ça s'est construit ? Comment on s'est construit depuis hier sur Bitcoin ? Globalement, j'ai pas mal de shorters ici sur ce top local. Comment on le voit, le prix finalement est en train d'augmenter très légèrement, énorme augmentation du nombre de contrats, mais par contre j'ai une diminution du funding. Donc on peut considérer que ce point-là est un point de short et que là il reste un petit peu du résidu. Donc on peut peut-être ici mettre un point de short à venir prendre. À l'inverse, peut-être même qu'on n'est même pas shorté ici jusque là réellement, mais plutôt jusqu'ici. En gros, ce qu'on a travaillé là. Donc attention, ce niveau est peut-être pris, on va le mettre en trétillé, histoire de pas non plus, faut pas se mentir, hein, voilà, c'est un niveau qui est, somme toute, assez banal. Ce niveau-là a été travaillé, on l'avait montré hier, il a été travaillé dorénavant, donc on va faire la même chose, c'est-à-dire considérer qu'il y a un tout petit niveau à venir prendre ici en bas. Et puis derrière, augmentation très légère du prix, augmentation du nombre de contrats, oui, et le funding qui est plutôt à la diminution, donc on peut estimer également qu'on a un autre niveau éventuellement par ici. Mais pareil, ça reste assez sporadique, hein, à venir prendre en short. Tac, on va marquer ça, on va maintenant faire Ethereum USDT. Alors, sur Ethereum, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Eh bien, on est venu chercher les deux bornes qu'on avait montrées sur la vidéo d'hier. Donc ça, c'est propre. Comment ça s'est fait, cette histoire ? Eh bien, à partir de là, on peut estimer qu'on est peut-être un petit peu longué sur le bottom, mais le niveau a été pris derrière. Ensuite, j'ai un prix qui augmente, un funding qui descend. Donc oui, on a du short en haut de ce mouvement-là. Ensuite, j'ai ici le prix qui descend, le funding qui descend, donc là on est dans la normalité, et derrière j'ai l'impression que ça se suit plutôt pas trop mal, donc on peut considérer quand même qu'il y a un petit peu de longue sur ce niveau-là. Ce niveau-là était en 2 pixels, donc on avait dit il y a vraiment des très bonnes chances d'aller le chercher, c'est désormais chose faite, et on va considérer que ceci est un petit niveau. Est-ce que ceci est un gros niveau ? Oui, parce que je vois quand même une anomalie, j'ai un prix qui augmente, et j'ai vraiment un funding qui descend, au moins en tout cas jusqu'à à peu près ici. Après ça a l'air de se calmer. Donc allez, on va le mettre en trétillé aussi, pareil pour pas se mentir, pas avoir un biais haussier. Donc des niveaux qui sont pas grand chose à prendre, hein, désormais sur Ethereum. Il faut bien comprendre que ça se passe au-dessus. Ça se passe au-dessus, notamment ici, donc au 1777, 1792, et ça se passe en dessous, où on avait noté des niveaux également jusqu'à 1611 à venir prendre. Je parle ici de niveaux court terme, c'est-à-dire que je ne vais pas chercher les vieilles droites,
Sous-entendu, bon, on a peut-être des gens qui sont plus trop non plus en position sur ces moments-là. On peut éventuellement aller regarder ça avec les poches de liquidité. Poches de liquidité où vous voyez que le prix latéralise, mais on n'enclenche pas beaucoup plus ni de long ni de short. Ici, on avait enclenché plus de long avec cette grosse position, mais on estime que désormais, elle a été prise. Et globalement, j'ai peut-être un gros long qui vient de s'ouvrir ici. C'est ce qui explique le petit mouvement haussier qu'on a là. Mais globalement, sur la liquidité à assez court terme, ça reste assez bearish avec 10 milliards de positions à liquider en dessous du prix, plus de long que de short. Sur Ether, même chose, 3,46 milliards dorénavant. Grosse position en long qui s'était ouverte ici, ce qui explique la baisse de prix. Hein, hier, on était un petit peu, on avait dit que ce mouvement avait besoin un petit peu de respirer. C'est chose faite. Est-ce que c'est la fin de la respiration ou pas? C'est ce qu'on ira voir en clôture de la vidéo, en conclusion. Sur la 12 heures, j'ai globalement à peu près autant de short que de long, mais un niveau de short qui a déjà été nettoyé. Et sur la 7 jours, donc toujours dans les poches de liquidité, hein, c'est ce qu'on regarde toujours, on regarde toujours la même chose, plus ou moins. Un petit peu de liquidité qui commence à s'accumuler ici au-delà des 27 500, donc ça c'est intéressant. Et attention à cette liquidité à 24,6 qui menace également. On va pas faire la 1 mois aujourd'hui, on l'a fait tous les jours, donc bon, je pense pas que ça ait bougé beaucoup. On va aller faire la 12 heures, même chose, donc même lecture sur Ethereum que sur Bitcoin. On est venu prendre une des poches shorteuses au-dessus et puis derrière on s'est un peu retourné vers le bas. Et sur la 7 jours, là où c'est plus intéressant sur Ether, c'est qu'effectivement on peut viser assez facilement les 1815 $. Maintenant, attention à cette poche de liquidité qui est celle des longueurs et qui a tendance à se densifier autour des 1565. Donc ça c'est pour la 7 jours. Pour moi la 7 jours c'est la plus viable parce que la moins fragile entre guillemets, la plus vous restez rarement beaucoup plus que 7, 8, 10 jours en position. C'est dommage qu'il n'y ait pas une 15 jours parce que ça serait intéressant pour les swings, ce genre de choses, mais bon, malheureusement iBlock ne propose pas ce service là. On revient sur la structure, donc le niveau qui nous repousse pour le moment c'est 26,3, vous le voyez c'est le niveau ici en trétillé, c'est devenu une résistance, c'était un support par le passé, ici, et puis finalement on est passé au travers et là c'est normal qu'on relativise un petit peu sur ce point là. Est-ce que la correction peut éventuellement être finie? Alors, déjà, est-ce qu'on est dans un flag? Est-ce qu'on est dans un triangle? Vous voyez qu'on a d'abord une petite correction et ensuite on fait une correction plus importante là-dedans. Voilà, c'est quelque chose que je pense on va devoir attendre un petit peu de développement avant de voir cette chose-là se mettre en place. Ce qu'on avait vu hier aussi, c'est qu'effectivement, il était possible qu'on revienne retester cette 4 heures. Pour le moment, c'est pas encore fait. Donc, est-ce qu'on va pas faire quelque chose comme ça? Et puis ensuite, on repart. Sous-entendu, 1, 2, 3, 4 et 5 vagues. Les flags en 5 vagues, ça existe en général, c'est 3. Mais il arrive assez souvent qu'on ait des flags en 5. Ça, c'est une première idée. Première idée qui nous permettrait peut-être de venir visiter sous la structure là, donc cette structure là, de venir faire un petit tour dessous, peut-être enfoncer un petit peu plus, peut-être éventuellement même retester ce niveau des 2625. Ça sous-entend cette correction n'est pas finie et on va pas breaker le flag tout de suite. Si c'est un flag, encore une fois, le fait de breaker un flag ne veut pas dire nécessairement que on a un flag qui va toucher sa target, en tout cas devant nous. Cela dit, les flags sont plutôt en général des choses qui sont relativement fiables. Maintenant, vous le voyez ici, par exemple, on avait eu un flag. Si je vous mets des time frames plus petites, vous allez le voir. Et en fait, on a dégueulé dessous. On est venu retester le bottom une nouvelle fois. Et là, on est parti. Donc ça correspondrait à quoi ici chez nous? Eh bien ça correspondrait à revenir faire un test même potentiellement des 25,7. Personnellement, ce sur quoi je pencherais le plus à ce stade, ça serait éventuellement un retest ici de cette trend. Continuation donc d'un flag et peut-être sur ce mouvement là aller chercher directement la target des 28 plus de 1000 $. Ça serait bien évidemment un très gros mouvement sur Bitcoin. Le problème ça va être de passer les 27,2 ici. Là on a vraiment un niveau qui risque de repousser. Donc ça va être problématique. Après, si on passe les 27,2, pour moi, c'est 28,4 sans trop de problèmes. Notamment, vous le voyez, en fait, on vient chercher le niveau suivant, qui est ici, hein, d'accord?
Le drame, ça serait quoi? Le drame, ça serait tout simplement que on fasse très exactement ce que je vous dis, c'est-à-dire venir retester la 4 heures, revenir retester le haut du biseau plus ce niveau-là en même temps. Vous le voyez, là, ici, on aurait du coup deux résistances en même temps, et qu'il là, il y a un rejet violent pour venir éventuellement chercher sous les 24,4. Ça, c'est quelque chose qui existe. Quelque chose qui existe, oui, et d'autant plus que je vous le rappelle, on regarde la grosse structure daily qui est comme ceci. La grosse structure daily, elle est baissière, donc théoriquement, eh bien, on pourrait ici avoir envie de jouer la continuation de cette structure daily qui elle-même est baissière. Donc sous-entendu, on revient tester le haut du biseau, et sous-entendu, malheureusement, on se fait rejeter à la fois par le niveau des 27,2, mais en plus éventuellement par le haut du biseau qui là, vous le voyez, à ce stade est ici. Cela dit, ça voudrait dire ne pas venir chercher la target de cet élargissement, ce qui est tout à fait possible, mais encore une fois, comme on a eu une vraie cassure ici de cet élargissement-là, on pourrait éventuellement se dire que tout ça va pumper assez fort jusqu'au 29. Pour le moment, c'est mon scénario privilégié. Maintenant, bien évidemment, il faut, qu'encore une fois, je le répète, faire attention à son capital de trading et toujours voilà, avoir dans l'idée que on peut effectivement ne pas aller dans le scénario privilégié, bien évidemment. Ici, on voit qu'on est complètement à plat sur la 15 minutes. Elle est très légèrement baissière, mais comme je vous le dis, pour moi, on est peut-être plutôt en train d'accumuler du stop de shorter qu'autre chose. Cela dit, on l'a vu sur la liquidité également. La liquidité, elle semble quand même plus longueuse que shorteuse. Malgré la structure, malgré toutes ces choses-là, j'entends de plus en plus de monde parler d'une cassure, j'entends de plus en plus un sentiment qui est pas dégueulasse, peut-être à cause de l'ETF BlackRock, bien évidemment, qui a été annoncé et qui pourrait potentiellement donner du bon. C'est sûr que le plus gros hedge fund du monde qui veut rentrer sur la crypto, pour vous donner une idée, on en avait déjà, je pense, parlé sur la chaîne, mais pour vous donner une idée, si on regarde le gold, si j'arrive à le trouver, je le regarde pas souvent, le gold, j'avoue. On va faire comme ça. Si on regarde le gold, l'entrée de BlackRock sur un ETF, donc. Elle s'est faite quelque part par ici, d'accord? Donc effectivement, à un moment donné, oui c'est ça, dans les années 2000, à un moment donné, on permet à la majeure partie des institutions de rentrer sur du gold, et vous voyez ce magnifique canal d'adoption, qui est en fait dû au fait qu'on peut vendre de l'or papier, et que derrière, on n'a pas nécessairement besoin d'extraire directement, enfin voilà, tout ça est un produit dérivé sur le gold, mais il faut bien comprendre que ça fait quand même pumper le prix. Donc création d'un ETF sur BTC, est-ce qu'on est parti pour ça? Moi j'aimerais bien, personnellement. Maintenant, attention, et ça je l'ai beaucoup dit, BlackRock c'est quand même un petit peu le loup dans la bergerie, donc il va falloir bien évidemment faire attention à eux, puisque on parle pas de mecs qui viennent ici pour épiler des kiwis, comme on dit, voilà. Donc en gros, on est là-dessus. Voilà pour moi sur cette vidéo-là. Je vous ai donné un peu mon sentiment, je vous ai donné les niveaux clés. Personnellement, encore une fois, je reste sur le même scénario, c'est-à-dire une attaque des 29 à minima, peut-être 31. Moyen terme, ma target, elle est autour de 40, c'est-à-dire elle est à peu près par ici, entre 40 600 et 43. Ça, c'est ma target vraiment moyen terme. Et puis, à partir de là, voilà, il va falloir faire attention à plusieurs choses, notamment cet élargissement-là. Si jamais on le perdait par le bas, il faudrait vraiment arriver à accélérer et à perdre au bout. Sinon, on serait sur une 1, 2, 3, 4, 5. Par exemple, admettons qu'on aille dans le scénario que je vous donne là, et derrière ça voudrait peut-être dire refaire un nouveau plus bas, puisqu'un élargissement en général, encore une fois, on prend la target qui est on prend l'amplitude de la figure reportée au point de cassure. Tout dépendra du point de cassure. Si tout ça se fait en fin 2023 par exemple, il est possible qu'on vienne chercher un double bottom. En tout cas, moi, mon scénario privilégié, c'est celui-là, littéralement, c'est-à-dire, encore une fois, je vous l'ai dit, bon, admettons qu'on vienne chercher ici la target, ça nous donnerait quelque chose comme ça, 40 600, on prend l'amplitude de la figure de cet élargissement,
Selon l'endroit où on casse, vous comprenez que pour faire un double bottom, ce type de... il faudrait qu'on casse bien tard, hein. Ça nous dirait à la baisse, hein, j'entends, vous voyez ici la pente du biseau. Désolé, la charte est très chargée, mais voilà, moi je fonctionne comme ça, c'est mon truc. Voilà, chacune des droites qui est ici a peut-être pas forcément tout à fait... sa légitimité, mais je trouve que dans la structure actuelle, pour moi, j'ai besoin de ces repères-là. Donc du coup, bien évidemment, quand on commence à se mettre sur des time frames weekly, eh ben, on n'y voit plus grand-chose, malheureusement. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Il est possible, encore une fois, d'aller plus bas. Il est possible également, et pour le moment on ne l'a pas encore touché, d'aller chercher ce point-là. Moi j'aurais bien vu une jolie mèche, pas nécessairement perdre effectivement ce support-là en daily, ne pas clôturer réellement dessous, mais j'aurais bien vu une jolie mèche venir toucher cette target-là qui était à 24,4. 24,4, ouais. On a rebondi juste au-dessus, donc ça me gêne un petit peu. Vous voyez ici, on a rebondi à 24,8. Donc voilà. Bon, c'était quoi? C'était tout simplement la target de cette épaule, tête-épaule ici, qui a cassé ici. Qui a cassé ici, là, vous voyez la cassure, qui a retesté ici, et qui, derrière, nous a donné cette espèce d'élargissement qui descend un petit peu, enfin, l'élargissement qu'on vient de faire, là, dans les deux ou trois dernières semaines. Donc ça touche pas sa target à 400 $ près, certes, mais ça touche pas sa target. Ici, vous le voyez, on avait une target short, nous, depuis un certain temps, qui nous emmènerait, pour moi, entre 21,5 et 23. Et pour le moment, on met pas ça en place. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quand même un potentiel qui existe que cette trend, malheureusement, à un moment donné, soit peut-être perdu. Sous-entendu, peut-être que là on vient chercher au-dessus de la structure, ou en tout cas à minima le point des 29,5 comme je vous l'expliquais juste avant, et puis peut-être que derrière il va falloir faire ça, d'accord, donc revenir chercher les 21 à nouveau. C'est une possibilité qui existe vraiment, c'est pas la plus probable, pour moi la plus probable ici, et à ce stade c'est cassure donc du biseau et potentiellement même prise encore une fois des 31 000 $. Maintenant il est tout à fait possible que eh bien à un moment donné, une mauvaise news, quelque chose, le prix se retourne, voilà, ce sont des charts. On regarde en fait finalement le chaos, c'est-à-dire des êtres humains qui font du business, les uns en face des autres, et bien évidemment, on étudie ici les possibilités et les probabilités qu'une figure chartiste, un niveau de price action, un niveau de support tienne ou ne tienne pas. Et ce qu'on essaye de faire, c'est bien évidemment d'être gagnant plus que la moitié du temps, et ce avec un risk management maîtrisé, donc d'avoir bien évidemment des ratios qui sont vraiment intéressant. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Encore une fois, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et en l'occurrence, la question du jour, elle sera sur les massages. Est-ce que vous aimez bien ou pas vous faire masser? Est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez? Je sais qu'il y a des gens qui apprécient pas du tout. Moi, personnellement, j'adore ça. Donc voilà, question du jour à la con, hein, c'est pour ça que ça existe. C'est une grosse question à la con pour aujourd'hui. On se retrouve demain, portez-vous bien d'ici là. À très bientôt, ciao.